Bonjour Guillaume Dozou. Bonjour Richard, bonjour à tous. Après Sherlock Holmes la semaine dernière, Sherlock Holmes qui marche très bien d'ailleurs au cinéma, on va se pencher aujourd'hui sur la carrière de quelqu'un qu'on aime beaucoup, un vrai grand acteur, un des plus grands, Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, et on va revenir sur les grandes étapes de sa carrière. Et avec vous Guillaume, on va peut-être commencer par le début, parce que c'est toujours bien de faire comme ça finalement, de commencer par le début, avec les premiers succès. Il y a juste une petite chose moi qui m'amuse beaucoup avec Belmondo, c'est que son premier film qui est sorti en 58 s'appelle Sois belle et tais-toi. C'est un film de Marc Allégret, et dans ce film-là, il y a un acteur qui fait également ses tout débuts au cinéma, et c'est Delon. Ouais, c'est vrai. Alain Delon, et c'est rigolo parce que finalement les deux vont cheminer ensemble et vont être souvent en concurrence. Ah oui, oui, mais ils se croisent de temps en temps sur certains films. On les retrouvera plus tard dans Borsalino, ou même Ouais, Une chance sur deux, je crois que c'est la dommage dernière fois. que Patrice Lecomte ait loupé les retrouvailles de ces deux-là. Une chance sur deux qui est vraiment pas un film à la Ah, c'est hauteur vrai. du talent de Belmondo et Delon. Et quand on aime ces deux-là, on est vraiment fâché quand on voit ce film Une chance sur deux, qui n'est vraiment pas à la hauteur des deux personnages. Voilà, enfin ça c'est juste un petit truc personnel en passant. Belmondo, ça commence comment, Guillaume Eh Dozou? ben, Belmondo, ça commence à Neuilly-sur-Seine en 33. Donc Ouais. c'est quelqu'un qui est né en France, qui d'ailleurs son père est déjà bien connu puisque donc il est sculpteur, hein. C'est Oui, quand même quelqu'un exact. qui fait une belle carrière avant la Seconde Guerre mondiale. Après c'est un petit peu plus difficile. Mais donc, on a aussi sa mère qui est artiste peintre, donc c'est vraiment quelqu'un qui naît tout de suite dans l'ambiance, Dans quoi, le milieu finalement, artistique. dans le milieu artistique. Ouais. Et bizarrement, et comme ça, il s'intéresse plutôt au sport, hein. Sa jeunesse, c'est vraiment dédié au sport, le cyclisme par exemple, mais la boxe, et qu'on retrouvera de temps en temps tout au long de sa carrière, évidemment. Et donc vraiment une propension aux activités physiques, et je pense que ça peut donner un certain nombre de clés pour la suite de sa carrière. C'est vrai. Bon. C'est Alors, vrai. Alors les débuts, c'est la nouvelle vague. alors les débuts, c'est surtout en fait au théâtre. Belmondo se décide plutôt à une carrière théâtrale, et il est engagé d'ailleurs par Pierre Dux, qu'on a vu, alors, qui est un grand second rôle du cinéma français, plutôt également des années 50-60. Et il commence par le théâtre, avec au moins une vingtaine de pièces finalement dans les années 50, et il est repéré à ces moments-là par Marc Allégret, dont on vient de parler tout à l'heure. Pour Et- Sois belle et tais-toi. Exactement, pour Sois belle et tais-toi, avec donc son deuxième débutant d'Alain Delon. Et puis, c'est quelqu'un qui fréquente à cette époque-là des gens de sa génération, qu'on connaît aussi très très bien, comme Jean-Pierre Mariel ou Jean Rochefort, par exemple. Mhm. Donc on a un trio de compères ici, qui vont faire carrière dans des cinémas un petit peu différents, mais on sait qu'ils sont liés dès le départ. Donc beaucoup de théâtre pour commencer. C'est Sois ça. belle et tais-toi de Allégret en 58. Les premiers vrais grands rôles, c'est à quel moment? Bah, ça commence en 1960, où il a le rôle titre pour un film de Godard qui s'appelle À bout de souffle, évidemment, avec Gene Seberg. Évidemment. On a ici Belmondo qui fait pas ses premiers pas dans la nouvelle vague, hein. Il avait déjà tourné pour Chabrol en 59, dans un film un petit peu moins connu qui s'appelle À double tour. Et d'ailleurs, il garde le même personnage pour faire ces deux films-là. Et ensuite, avec À bout de souffle qui fait déjà pratiquement 2 millions d'entrées à l'époque, c'est énorme, on est en 1960, ça y est, c'est parti quoi, pour lui. Les premiers rôles vont s'enchaîner, et particulièrement donc avec Godard pour commencer. La nouvelle vague, finalement, c'est un des acteurs mythiques hein, de la nouvelle vague. Et Belmondo, c'est un cinéma qui doit lui plaire, j'imagine ça à l'époque, hein, ce cinéma très libre Ah de bien la nouvelle sûr, vague. oui oui bien sûr, et puis c'est quelque chose enfin on le voit évoluer dans des rôles assez ludiques finalement, même dans Une femme est une femme l'année suivante, toujours de Godard, avec Anna Karina par exemple, mais aussi Jean-Claude Brialy qui débute en même temps avec la nouvelle vague. Oui, on voit que c'est des films où il s'amuse beaucoup. Par contre, en parallèle, il attaque tout de suite une carrière un peu plus sobre avec des films de Melville, comme Léon Morin prêtre qui sort aussi en 61. Mhm. Et puis on le retrouvera dans Le Doulos, par exemple, l'année d'après. Donc c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup, et qui n'hésite pas à aller sur des films on va dire très avant-gardistes comme ceux de Godard, un peu plus classiques comme Melville. Et puis tout de suite dans les années 60, il attaque
une partie de sa carrière dans la comédie avec Philippe de Broca. Et là, on va y revenir. Et on va y revenir. Et on va y revenir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Guillaume, et vous l'avez bien précisé, il y a des débuts pour Belmondo qui sont importants, avec parfois un cinéma exigeant. On a cité Melville, on a cité Godard, évidemment, avec La Nouvelle Vague. Et puis, le grand public va vraiment s'attacher à Belmondo grâce à des films que l'on peut considérer comme étant des films grand public, hein, de vrais succès commerciaux, mais où il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans, hein, où on met les moyens en termes de scénario, en termes de dialogue, en termes de décor, etc. etc. En effet, les années 60, c'est vraiment le début de Belmondo en tant qu'acteur de comédie. On disait de Broca tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un film comme Cartouche, par exemple, qui représente, donc c'est un film de KPDP. À l'époque, on avait aussi André Hunebelle qui était très, très féru de ce genre de film avec Jean Marais, par exemple. Là, Cartouche signe la première collaboration avec de Broca, et on le retrouvera un petit peu plus tard dans, par exemple, L'Homme de Rio ou Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Film qu'on voyait souvent les soirs de Noël quand on était petit à la télévision. Exactement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ce sont des films qui marchent vraiment très fort. 4 millions d'entrées, pratiquement 5 pour L'Homme de Rio. Enfin, on est sur pratiquement déjà les plus gros succès de la carrière de Belmondo dans les années 60. Et savez-vous comment le DJ très célèbre, Bob Sinclair, a trouvé son nom? Ah non, je ne sais pas. Eh ben, alors là, je suis content parce que je vais coller Guillaume Dozou. Parfait. Eh bien, c'est grâce au Magnifique. Parce D'accord. que dans le Magnifique de Philippe de Broca, Belmondo s'appelle Bob Sinclair, en Voilà. effet, en 2 mots, je crois même, pour Sinclair. Oui, bien sûr, cette histoire d'écrivain qui vit ses aventures Exact. à travers son personnage principal. Là, on peut dire, Guillaume, qu'il s'agit d'une montée en puissance, hein, pour Belmondo. Là, les films s'enchaînent et ce sont à chaque fois de grands succès. Alors c'est ça, les années 60, c'est vraiment l'ascension complète, hein. Il termine les années 60 avec rien moins que La Sirène du Mississippi, de Ça, c'est Truffaut. Truffaut. Le Cerveau, Gérard Houry avec déjà Bourvil, David Niven, on est vraiment sur des productions colossales. Je vous invite à revoir Le Cerveau. Tourné au Havre. Tourné au Havre, effectivement, avec le paquebot France à la fin. Ça se termine même à New York, toujours sur le France. Enfin, vraiment quelque chose d'énorme. Et puis également une apparition de Belmondo, c'est rigolo de le noter, dans le premier James Bond, donc encore avant Dr No, avant Sean Connery, James Bond c'est David Niven. Et dans Casino Royale, eh bien, on a Belmondo qui fait une petite apparition en légionnaire. Ah, je m'en souviens pas de ça. Voilà, donc c'est bon, faut le savoir, hein, qu'il est là. Il Dans est crédité. Casino Royale. Casino Royale, 67, exactement. Et puis on le voit dans Paris brûle-t-il. Enfin, on a vraiment Belmondo partout, avec tout type de réalisateur. Les années 60, c'est Belmondo qui explose complètement. Oui, et vous l'avez précisé tout à l'heure, un acteur qui est capable bien d'aller se balader dans n'importe quel univers, hein. Exactement. Des plus intimes, des plus intellos, au plus populaires. Voilà, et bon, c'est pas une ligne de conduite qui gardera tout le long de sa carrière. On va le voir peut-être avec les années 70. Les années 70, Guillaume, on va en parler, avec là encore des films qui marchent très très fort, mais où Belmondo a tendance peut-être à endosser toujours un peu le même costume. C'est celui ça, de flic ouais. ou celui de voyou, hein, pour C'est le cas de le paraphraser dire. un des grands succès. Il finira chez les années 70 effectivement par Flic ou Voyou. Alors Georges Lautner, avec qui il va beaucoup travailler, et puis on retrouve aussi Henri Verneuil, Jacques Deray, enfin donc des cinéastes qui sont très portés, on va dire, sur les films de mecs, quoi. C'est blouson de cuir, flingue et intrigue policière et cascade, on va dire que Belmondo prend toute son ampleur de cascadeur à ce moment-là. Ouais. Il y a le fameux Peur sur la ville d'Henri Verneuil, où Voilà. il réalise lui-même ses cascades et où il a fait peur à quelques assureurs, hein, quand même. Je pense avec évidemment là, donc sa fameuse cascade où il marche sur le métro ici, et puis il saute sur le wagon pour éviter le pont du métro. Enfin bon, il y a vraiment des grosses choses effectivement où on a un Belmondo complètement casse-cou, et c'est aussi ce qui fait le succès du film, hein. On le voit même dans le Guignolo par exemple, survoler Venise, suspendu à un trapèze en hélicoptère, quoi. Enfin donc il y a vraiment des Belmondo, on y va pour rire évidemment, puisqu'il se prend pas du tout au sérieux dans ses films. Il y a un peu de castagne, et puis il y a surtout des cascades. Mhm. Quels sont les films qui ont le mieux vieilli selon vous, Guillaume? Ceux des années 60 ou ceux des années 70?
Dans ceux des années 70, on a quand même des choses très marquées, quoi. Ouais. On sait qu'on est en train de regarder un film des années 70. Mhm. Par exemple, Peur sur la ville est un exemple. On est vraiment dans un polar typique 70s. C'est un petit peu le pendant western des années, du Paris des années 70, quoi. On a des jeux de regard, des duels, par exemple le duel Robert Hossein, Jean-Paul Belmondo Ouais. dans Peur sur la ville, qui est typique du western. Donc on a quand même encore cette esthétique-là très marquée, on va dire Sergio Leone, quoi, Ouais. qu'on retrouve pas encore dans les années 60 parce qu'il est trop tôt. Et donc je pense que les années 60 de Belmondo ont mieux vieilli. Ouais. Mais bon, après on a tous été bercés avec ça. Je pense que ça fait toujours plaisir de regarder un Belmondo comme je sais pas, le Magnifique par exemple ou C'est vraiment une autre époque en même temps parce que à l'époque on allait au cinéma et on allait voir le nouveau Belmondo. oui, On puisqu'il allait voir sort, le nouveau Delon. c'est ça. On connaissait même pas le nom du réalisateur Non, d'ailleurs. non, ça importait peu. Et puis bon, c'est quelqu'un qui sortait 1 à 2 films tous les ans, quoi. C'est assez Donc incroyable. c'était un vrai rendez-vous pour les Mhm. spectateurs. Et il a on va dire, un noyau dur de fidèles qui se rendent systématiquement à un nouveau film de Belmondo. C'est obligatoire. Grosso modo, un film de Belmondo, ça faisait combien en entrée? Je vois que vous avez quelques chiffres sous les yeux. Voilà, Les films de Belmondo qui ont le mieux marché. le mieux marché, c'est Le Cerveau. Donc en 69, il n'y a pas que Belmondo. Il y a aussi Bourvil qui amenait beaucoup de monde à l'époque. Par contre, où l'affiche ne se fait qu'autour de Belmondo, toujours autour de 5 à 6 millions d'entrées, c'est Ah bien ouais, quand sûr même. L'As des As. Là, on est plutôt au début des années 80, donc l'As des As qui marche très très fort avec 5 500 000 entrées, quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, c'est que Belmondo. Sur l'affiche, on ne voit que Belmondo. Et puis on a le Professionnel, où là, c'est également du Belmondo pur et dur, beaucoup plus noir que l'As des As, évidemment, qui fait à peu près le même nombre d'entrées, donc 5 500 000 entrées. Ouais, donc ça représente quand même 5 à 6 millions d'entrées. C'est ça, ouais. Ce qui n'est pas rien. Exactement, juste avec son nom. Vous souhaitiez nous parler, Guillaume, cet après-midi du retour au théâtre de Belmondo? Oui, puisque c'est quelqu'un qui en a fait pendant les années 50. Et puis ensuite, Belmondo décide de revenir à ses premières amours, donc le théâtre. Là, on est beaucoup plus dans les années 90. Donc 50 ans de break par le cinéma. Donc on a un Belmondo qui revient sur les planches. Et puis je pense qu'on se souvient tous de Cyrano de Bergerac, par exemple, Ouais. par Belmondo. Évidemment, même si c'est un tout petit peu éclipsé par la version cinéma de Depardieu. On a quand même un bon Belmondo en Cyrano de Bergerac qui existe en DVD d'ailleurs. Alors Belmondo a joué brillamment au théâtre Cyrano. Ouais. Ensuite, il y a eu une version ciné de Jean-Paul Rapneau avec Gérard C'est Depardieu. ça. Ouais, ouais. Et il y a une anecdote très drôle d'ailleurs. Il paraît qu'un soir, alors qu'il jouait Cyrano, il a enlevé son nez à la fin de la représentation, le fameux nez de Cyrano. Il l'a lancé dans la salle et c'est Jacques Weber qui l'a récupéré. D'accord. C'est Weber qui l'avait récupéré et c'est pourquoi Weber aurait peut-être aimé avoir le rôle titre dans la version ciné de Jean-Paul Rapneau. Ah oui, Et au final, c'est Gérard Depardieu qui a emporté le rôle. qui a joué Cyrano, Voilà. mais Weber il est quand même très brillant dans un second rôle. Donc Belmondo au théâtre, Au Cyrano, théâtre, et là c'est un vrai carton. C'est un gros carton, hein, c'est en 1990. Les médias ne parlent que de ça puisque tout le monde a été à la sauce Belmondo dans les années 60, 70, 80. Donc forcément, on se presse pour aller voir Cyrano à l'époque au théâtre. Belmondo a jamais été reconnu par la critique. Il a eu peut-être un prix. Il a eu un prix à Cannes d'ailleurs l'année dernière pour l'ensemble de sa carrière, Oui. mais dans l'ensemble des films qu'il a pu faire, qui ont été exportés dans tous les pays du monde, il a dû avoir une seule récompense, alors qu'il a fait 60 Ça, films. c'est Quoi. incroyable ça. Il y avait en effet dans ces années-là un certain mépris pour ceux qui faisaient du cinéma populaire Voilà, et qui faisaient du cinéma qui fait des entrées. exactement. Ouais. Et du coup, peut-être qu'il a été comme ça boudé pour. Méprisé, on peut le dire. Voilà, alors le mépris, bon, Ouais, le c'était mépris. Piccoli, c'était pas Belmondo, mais ça marche quand même. Et c'est assez hallucinant, et vous avez raison de le souligner, quand on songe à la carrière de Belmondo et à cet incroyable parcours, de se dire qu'il n'y a pas de César et pas de récompense. Voilà, c'est ça. S'il a dû avoir un César, si je ne me trompe pas, pour Itinéraire d'un enfant gâté. Voilà, Donc, il faudra, avec il faudra Lelouch. attendre Lelouch Eh oui, des années plus tard, 88, ouais. en 1988.
Allez, on va terminer avec quelques films comme ça qui vous ont marqué. Guillaume, filmographie sélective, c'est jamais facile, hein. On a, C'est tiens, vrai. on peut commencer avec un film récent, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. C'est vrai Pourquoi que pas, ouais, bien sûr. Lelouch lui a offert un beau rôle, un très 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 joli Voilà, et rôle. puis en face de lui, Richard Anconina, et donc c'est vrai que là, on a un film qu'il faut forcément voir. Ouais, ça fait partie des Lelouch qui sont vraiment à recommander, quel que soit le public. Mhm. Il a refait un essai plus tard avec Lelouch, avec Les Misérables, où il joue le rôle de Jean Valjean, qui était un peu moins intéressant. Donc s'il y a un Belmondo Lelouch à voir, c'est vraiment Itinéraire d'un enfant gâté, ça c'est sûr. Même si dans Les Misérables, il y a quelques bonnes surprises. Oui, non, non, bien sûr, non, mais je crois que j'ai un fervent admirateur de Lelouch en face de moi, je me tais. Et je conseillerais Peur sur la ville quand même, on l'a déjà cité plusieurs fois, parce que Verneuil. c'est un vrai film d'ambiance, il y a une musique très très tendue, le film est vraiment visuellement déjà intéressant, il y a une scène dans le grenier des Galeries Lafayette qui est à retenir complètement une course-poursuite parmi les mannequins nus avec un clair-obscur, c'est vraiment là quelque chose à voir. Extraordinaire. Et dites-moi, il n'y a pas Rosy Vart dans Peur sur la ville? Mais bien sûr, il y a Rosy Vart qui tente de faire du café et qui n'y parviendra pas. Mais je crois que c'est pas une des N'en clés dites de pas l'intrigue, plus. donc on peut le dire. N'en dites pas plus. Voilà. Le suspense est entier. Exactement. Et puis dans les choses que je recommanderais également pour connaître Belmondo, il y a Borsalino qui est quand même intéressant, Jacques Deray. avec aussi notre ami Delon. Mhm. Euh, La rencontre alors là, de deux stars au sommet à l'époque, hein, c'est voilà, donc 69. c'est un vrai défi, en plus pour Jacques Deray. Il a quand même beaucoup l'habitude de travailler avec l'un et avec l'autre. Et puis là, on décide de faire un film avec les deux. Il y aura une suite Borsalino Co qui marchera beaucoup moins bien, mais Ouais. qui est vraiment histoire de tirer un peu sur la corde. Donc Borsalino, le premier, suffira largement. Et puis peut-être au niveau de son travail avec la Nouvelle Vague, j'ai quand même un faible pour Pierrot le Fou qu'il a fait avec Godard, qui sera, je crois, sa dernière participation à un film de Godard, qui est là aussi dans un vrai pur esprit Nouvelle Vague et avec un Belmondo qui se lâche vraiment. Et on retrouve aussi Anna Karina, c'est vraiment un bon film pour ça. Et comme on aime beaucoup Belmondo, vous et moi, Guillaume, nous ne parlerons pas du vieil homme et son chien. C'est ça qui est le dernier film en date, hein, de Belmondo, un film de Francis Huster. Voilà. Vous ne voulez pas en dire Bah, c'est-à-dire que je vous encourage vivement à regarder la bande-annonce d'Un homme et son chien. J'ai regardé, j'ai re-regardé cette bande-annonce pour préparer l'émission. On n'a pas spécialement envie de voir le film, quoi. Mhm. Bon, Belmondo fait certainement sa dernière apparition à l'écran pour un film. Si vous voulez voir Belmondo à l'heure actuelle, finalement en train de parler sur sa carrière, il y a un excellent documentaire de Vincent Perrault, l'animateur télé, Oui. et qui revient sur l'ensemble de la carrière de Belmondo. On entend Belmondo en voix off, et là c'est un vrai hommage à Belmondo par Vincent Perrault, qui est un cinéphile absolu. Et Ouais. puis qui est un passionné, qui adore Belmondo. Exactement, donc vraiment ça vous pouvez le voir, c'est sorti en 2011, et courez-y. Et c'était un vrai plaisir, hein, Guillaume, de parcourir avec vous la filmographie de ce très très grand bonhomme qu'on adore, Jean-Paul Belmondo. Merci mille fois, Guillaume. Merci Richard, À bientôt, Guillaume. à bientôt.